il y avait encore plus d'ouvriers que de cadres. Et là, depuis, on est passé à 22,4% de cadres, c'est-à-dire slack, une sorte d'accélération de la montée de la proportion de cadres. Là, on peut prendre, là on parlait des ouvriers, mais les emplois industriels, c'est pareil, en 1990, 20,25% d'emplois industriels, 2016, 13,6%, 2023, ça c'est la diminution du nombre des ouvriers, mais il faut expliquer aussi la prolifération des cadres et professions intellectuelles supérieures. Vous évoquez beaucoup la désindustrialisation. Et on voit qu'on a aussi le même problème aujourd'hui dans l'agriculture, avec de plus en plus de dépendance à la production extérieure, d'importation, et aussi pour l'énergie. Donc voilà, on a un problème un peu d'hyperdépendance extérieure qui influe aussi sur la vie politique. Comment vous interprétez ça en fait C'est-à-dire, moi, c'est toujours pareil, dans mon travail de revisitation de mes indicateurs, j'ai prolongé les courbes et ce qui... je mettais en évidence dans l'éducation en France, la diminution tendancielle du nombre des ouvriers. Là, je suis dans les catégories socio-professionnelles de l'INSEE. Non, là, je vais dire un mot sympa pour l'INSEE. C'est PCS maintenant, mais on dit toujours catégorie socio-professionnelle. C'est pas mal et ça reste très utile. Bon, et donc, si on prenait le nombre des ouvriers, entre 1990 et 2018, il était tombé de 29,5% à 20,5%, j'arrondis. Et puis la proportion de cadres était passée de 11,7 à 18,4. Donc ça s'était beaucoup rapproché, mais il y avait encore plus d'ouvriers que de cadres. Et là, depuis, on est passé à 22,4% de cadres, c'est-à-dire slack, une sorte d'accélération de la montée de la proportion de cadres, et puis à 18,6% d'ouvriers. Donc les courbes se sont croisées en fait. Oui, mais ça, enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Si on a un minimum d'imagination, on voit tout de suite que ça évoque une armée latino-américaine, où il y a plus d'officiers que... Trop de chefs. Oui, où il y a plus d'officiers que de soldats. Ouais. C'est-à-dire une sorte de pyramide complètement inversée. Et donc les fonctions... Alors, c'est pas... et donc on voit tout de suite le problème fondamental de l'analyse économique avec ces concepts. Alors là, il n'y a pas que l'INSEE qui est responsable, de produit intérieur brut... ça mélange tous les services du tertiaire, immatériels, très souvent inutiles d'ailleurs, au sens de la survie des individus ordinaires. Et là, on est, je dirais que, même si la définition de ce qu'est un ouvrier a changé, et la définition de ce qu'est un cadre et profession intellectuelle supérieure... oui, parce que ce n'est pas forcément des gens qui encadrent d'autres gens. En fait. Oui, enfin, en fait, on ne sait même plus trop ce que c'est, mais ça n'est pas bon signe que les gens, a priori, on considère qu'ils sont dans la fabrication des choses, deviennent moins nombreux que les gens qui sont dans des activités plus... moi, j'étais dans le tertiaire, donc je suis pas... je fais partie ou je faisais partie maintenant je suis dans la catégorie retraité, mais j'ai passé ma vie dans la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure, donc je ne veux pas cracher dans la soupe. Mais en fait, pour moi, là, ce que ce croisement de chiffres évoque, c'est bien sûr les délocalisations industrielles, c'est-à-dire la désindustrialisation en fonction d'une sorte de projet mal pensé ou d'un abandon au libre-échange. Ça, c'est la diminution du nombre des ouvriers, mais il faut expliquer aussi la prolifération des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Et là, je dirais que c'est le mot intellectuel supérieur qui vend la mèche. C'est-à-dire que là, des phénomènes... la stratification éducative, peut-être c'est-à-dire c'est l'emballement du développement de l'éducation supérieure. C'est-à-dire maintenant, dans les jeunes générations, on a la moitié des 25-29 ans qui ont un diplôme égal ou supérieur à Bac+2. C'est-à-dire que tout le monde, enfin la moitié de la population fait quelques études supérieures et quelquefois beaucoup. Et en fait, on a l'impression que la morphologie de la population active n'est plus tellement tirée par une nécessité économique, mais poussée par la nécessité de placer des gens qui ont telle ou telle éducation. Et donc, si on a un développement massif de l'éducation supérieure, qui est d'ailleurs fondamentalement, dans les années récentes, ça a été la multiplication des écoles de commerce, en fait. C'est-à-dire des titres que maintenant, dans les échelons inférieurs des écoles de commerce, je ne parle pas des plus grandes, en gros, c'est des titres qu'on peut acheter, comme on achetait des titres immobiliers autrefois. Ah oui. C'est un titre de rente. Non, je suis très hanté par le modèle d'une France qui revient à des segmentations d'anciens régimes, de statuts, de rang. Avec la désindustrialisation. Voilà, c'est ça. En fait, la désindustrialisation permet une sorte d'inflation des études supérieures. Et c'est comme si la société ensuite recherchait à créer les métiers qui permettent d'occuper ces étudiants, d'ailleurs, qu'on a fait traîner dans des études supérieures de plus en plus longues, de plus en plus ralenties. Là, je vois j'ai l'impression de superposition dans ma tête de la marche ralentie du vieillard qui descend vers le bas et où la vie des jeunes est elle-même ralentie. C'est-à-dire là où mon directeur de thèse à Cambridge, Peter Laslett, n'avait pas de doctorat. Il avait fait 3-4 ans d'études supérieures avant de se lancer dans la recherche. Mais maintenant, on doit, je veux dire, doctorat, postdoctorat, une autre thèse pour l'habilitation à diriger des recherches. Enfin, tout est ralenti. C'est-à-dire une sorte de diffusion gérontocratique, de ralentissement qui prend toute la société. Oui, j'admets que je suis un peu pessimiste ces jours-ci. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a, on peut prendre, là on parlait des ouvriers, mais les emplois industriels, c'est pareil, en 1990, 20,25% d'emplois industriels, 2016, 13,6%, 2023, 12,1%. C'est-à-dire que tout le discours sur la réindustrialisation est totalement bidon, en fait. Non, on voit que... Il ne se passe rien, en fait. Les gens parlent, ils disent des trucs, la télévision fait quelques reportages sur une usine de taille modeste qui a été créée quelque part, mais la dynamique générale est d'une continuation du processus de désindustrialisation. Ça se voit quand on voit justement les graphiques de production manufacturière. Là, on est, je crois, si l'indice 100 était en 2014, je crois qu'on est à 85 maintenant. Et bien entendu, c'est ça qui est derrière la dégradation de la balance commerciale. Oui, effectivement, on a pris le graphique Elucide, car Elucide fait les meilleurs graphiques. C'est sa marque de fabrique. Et bien entendu, ce qu'on peut observer sur la carte, malgré le petit rebond récent, qui est plutôt lié à des chutes d'activité qu'à des progrès réels, c'est que la dégradation massive intervient après l'entrée dans l'euro, en fait. On voit bien que c'est l'euro qui a massivement contribué à la dégradation de la balance commerciale française, parce que fondamentalement parce que l'euro permet, en deux faits, que la France était désavantagée par rapport à l'Allemagne, l'euro a supprimé la nécessité pour nos dirigeants de régler des chutes de valeur du franc. Autrefois, une telle dégradation de la balance commerciale qui met en péril la survie économique du pays aurait été arrêtée par une crise de change. C'est-à-dire le franc serait effondré, il aurait fallu prendre des mesures. Mais là, on peut avoir une désindustrialisation sans douleur
grâce à l'euro, en fait. En fait, qui ne bouge pas, puisque son niveau global est déterminé plutôt par les performances de l'industrie allemande. Mhm. Alors, la vidéo qu'on vient de voir revient sur la transformation silencieuse mais profonde de la structure économique française. Le nombre de cadres dépasse désormais celui des ouvriers, tandis que la désindustrialisation continue de fragiliser l'économie réelle. L'inflation donc des diplômes et la dépendance accrue aux importations, notamment énergétiques et agricoles, soulèvent des doutes sur la résilience et la souveraineté du pays. L'impact de l'euro en supprimant les ajustements monétaires classiques a contribué tout simplement à cacher cette fragilité croissante. Alors, est-ce que la France fabrique-t-elle son propre déclin? Est-ce que nous sommes en train donc de faire face à un simple retard ou un choix de modèle? Dites-le nous dans les commentaires et nous serons ravis de pouvoir discuter avec vous de vive voix sur ces sujets brûlants de l'actualité. À tout de suite.